S'il ne survit pas, appelez-moi plus tard. Je suis en pleine réunion importante et je ne signerai rien pour l'instant. » Ces mots résonnaient dans le haut-parleur du téléphone de l'hôpital, tandis que j'étais allongé sur un brancard, du sang coulant de mon front, une côte perforant mon poumon gauche. L'infirmière tenait le téléphone avec des mains tremblantes, essayant d'obtenir l'autorisation de m'opérer en urgence. À l'autre bout du fil, mon père, Robert Ray, était dans son cabinet d'avocat du centre-ville d'Atlanta, probablement en train d'ajuster sa cravate italienne à $1000 tout en décidant qu'une fusion d'entreprise était plus importante que la vie de son propre fils. Je m'appelle Chris et j'ai aujourd'hui 21 ans. Mais ce jour-là, à l'âge de 15 ans, alors que je luttais pour respirer sur le sol de notre garage après avoir été écrasé par une poutre en acier lors d'une leçon de responsabilité qui a mal tourné, j'ai appris que certaines personnes sont capables d'abandonner même leur propre sang lorsque cela leur arrange. L'accident s'est produit un samedi après-midi d'octobre. Mon père avait décidé que je devais apprendre la valeur du travail acharné après avoir obtenu un C en chimie. Sa punition ? Réorganiser toute la structure de rangement de notre garage à 3 étages, seul, sans aide, en transportant des poutres métalliques qui pesaient plus lourd que moi. « Les vrais hommes ne demandent pas d'aide », disait-il en sirotant son whisky de 50 ans d'âge tout en regardant le golf à la télévision. « Si tu veux être traité comme un adulte, prouve que tu peux travailler comme tel. » Je mesurais 1,70 mètres et ne pesais que 60 kilos. Ma mère était décédée d'un cancer 2 ans auparavant, ne laissant que moi, mon père et sa nouvelle obsession, forger le caractère de son fils unique à travers des travaux manuels dangereux. La poutre est tombée lorsque j'ai essayé d'empiler la 4e étagère métallique. J'ai senti le poids écrasant frapper ma poitrine, le bruit sec de mes côtes qui se brisaient, puis le noir. Je me suis réveillé au son des sirènes qui approchaient. Notre voisin, M. Martinez, avait entendu le bruit et avait trouvé mon corps inconscient sous près de 300 kilos de métal. Il avait lui-même appelé le 911 et me tenait la tête lorsque les ambulanciers sont arrivés. « Où est son père ?» a demandé l'un des ambulanciers alors qu'il me préparait pour le transport. Il a dit qu'il était occupé, a murmuré M. Martinez en secouant la tête. Trop occupé pour venir voir son propre fils mourir. Dans l'ambulance, tandis que les ambulanciers s'efforçaient de maintenir mes poumons en état de fonctionner, j'ai entendu l'un d'eux murmurer « pneumothorax sévère, hémorragie interne possible, traumatisme crânien. Ce garçon doit être opéré immédiatement, sinon il ne passera pas l'heure qui vient. » À l'hôpital, lorsqu'ils ont essayé de joindre mon père pour obtenir une autorisation d'urgence, il a répondu à la 3e sonnerie. Sans même demander comment j'allais, il a interrompu l'infirmière au milieu de son explication. « Écoutez, je suis en train de conclure un contrat de 20 millions. Si le garçon survit, envoyez-moi la facture. S'il ne survit pas, eh bien, au moins je n'aurai pas à payer ses études. » Le silence dans la salle de traumatologie était assourdissant. C'est alors que l'infirmière, les larmes aux yeux, a demandé s'il y avait un autre contact d'urgence. « Clarence est » ai-je réussi à murmurer avant de perdre à nouveau connaissance. Mon grand-père. Si vous avez déjà ressenti ce que c'est que de découvrir que vous n'êtes qu'un inconvénient dans la vie de ceux qui devraient vous protéger, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car ce qui s'est passé après l'arrivée de mon grand-père a non seulement changé ma vie, mais a également montré à mon père que certaines décisions ont des conséquences bien plus dévastatrices qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Mais à ce moment-là, alors que les médecins luttaient contre le temps pour me sauver la vie, une transformation silencieuse était déjà en cours dans les couloirs de l'hôpital. Des papiers étaient remplis, des appels étaient passés, et mon avenir était réécrit par des mains qui se souciaient vraiment de moi. 45 minutes se sont écoulées avant que mon grand-père Clarence n'arrive à l'hôpital. 45 minutes pendant lesquelles les médecins ont travaillé sur moi en urgence, tandis que mon père restait dans son bureau pour terminer une réunion qui, selon lui, ne pouvait être interrompue par un drame adolescent. Lorsque Clarence a franchi les portes automatiques des urgences, toujours vêtu de son uniforme de sécurité de l'usine de papier où il travaillait comme superviseur de nuit, les cheveux gris ébouriffés par le vent, les infirmières ont immédiatement compris qu'il s'agissait d'un homme qui se souciait vraiment de moi. « Où est mon petit-fils » fut la première chose qu'il dit, la voix rauque de panique contenue. Chris est 15 ans, accident dans le garage. L'infirmière qui avait essayé de parler à mon père, Jennifer, le regarda avec un mélange de soulagement et de tristesse. « Monsieur est, votre petit-fils est en chirurgie depuis 20 minutes. Êtes-vous le grand-père paternel ?»« Oui, » répondit Clarence en signant rapidement tous les formulaires qu'on lui tendait. « Son père est-il ici ?» Jennifer hésita, puis secoua la tête. Il a dit qu'il était occupé par son travail. Le silence qui suivit était plus éloquent que n'importe quel juron. Clarence se contenta d'acquiescer, retira sa casquette et se dirigea vers la salle d'attente où il allait passer les 6 prochaines heures. Mon père, Robert Ray, a toujours été un homme aux priorités très claires.
Il y avait d'abord son travail en tant qu'associé principal du cabinet et Morrison et Associates. Venaient ensuite ses clients importants, ses réunions d'affaires, ses engagements sociaux avec d'autres avocats de l'élite d'Atlanta. Quelque part loin derrière sur cette liste se trouvait sa responsabilité en tant que père. Cela n'a pas toujours été le cas. Quand ma mère, Linda, était encore en vie, il faisait au moins semblant de s'intéresser. Il assistait aux spectacles scolaires, m'emmenait parfois voir des matchs de baseball, saluait mes professeurs lors des réunions parents-professeurs. Mais même à cette époque, je savais que son attention était toujours partagée. Son téléphone sonnait sans cesse, ses yeux vérifiaient constamment ses emails. Après que le cancer ait emporté ma mère, alors que je n'avais que 13 ans, toute prétention à une paternité présente s'est tout simplement évaporée. Robert n'a pas fait son deuil, il l'a externalisé. Il a engagé une femme de ménage pour s'occuper des repas, un chauffeur pour m'emmener à l'école quand c'était nécessaire, et a délégué toute responsabilité parentale réelle à d'autres personnes. La leçon de responsabilité, qui a abouti à mon accident, était typique de sa nouvelle philosophie éducative. Il avait décidé, sur la base d'un article qu'il avait lu sur l'éducation d'enfants résilients, que j'avais besoin de travail manuel pour développer mon caractère. Le problème, c'est qu'il n'avait lui-même jamais fait de travail manuel de sa vie. Né riche, il avait fait ses études dans une université de l'Ivy League et était passé directement de l'université à un bureau climatisé. Ses idées sur le travail acharné étaient donc complètement déconnectées de la réalité. Comment demander à un adolescent de 60 kg de réorganiser seul un système de stockage conçu pour des équipements industriels? Comment envoyer un garçon de 15 ans travailler sur le chantier d'un client pendant les vacances d'été, sans formation à la sécurité? Comment décider que nettoyer les gouttières d'une maison de 3 étages lui apprendrait à prendre de la hauteur et à être prudent? Ce qu'il ne savait pas, parce qu'il n'avait jamais pris la peine de s'informer, c'est que je souffrais de claustrophobie depuis mon enfance, de problèmes de dos hérités de ma famille maternelle et d'une coordination motrice inférieure à la moyenne due à un retard de développement que ma mère avait identifié des années auparavant. Toutes ces informations étaient consignées dans des dossiers médicaux qu'il n'avait jamais lus et dans des discussions scolaires auxquelles il n'avait jamais assisté. Mais tout cela n'avait aucune importance pour Robert Ray. Dans son esprit, j'étais un projet de construction de caractère, pas une personne réelle avec des limites et des besoins spécifiques. Pendant que j'étais sur la table d'opération, le poumon gonflé artificiellement et la côte réalignée, il était dans son bureau en train d'expliquer à son client pourquoi le contrat avait besoin de 3 clauses de protection supplémentaires. Lorsque les médecins ont réussi à stabiliser ma respiration et à me transférer aux soins intensifs, il dînait dans un restaurant chic en discutant de stratégie de litige. Ce n'est que lorsque Clarence l'a appelé à 23 heures, après avoir passé des heures à attendre des nouvelles dans la salle d'attente, que Robert a finalement décidé de se montrer. « Où étais-tu » a demandé Clarence lorsqu'il a vu son fils traverser le couloir de l'hôpital, toujours vêtu de son costume à 3000 $, ajustant sa cravate comme s'il se rendait à une autre réunion d'affaires. « Je travaillais », répondit Robert avec naturel. « Quelqu'un doit payer ses factures médicales. » Il a failli mourir, Robert. Mais il n'est pas mort. Et maintenant, il va s'en sortir? Clarence regarda son fils longuement, comme s'il voyait un étranger. Il s'en sortira, sans ton aide. C'est lors de cette conversation dans le couloir de l'hôpital que Clarence a pris une décision qui allait changer le reste de ma vie. Il n'a rien dit à Robert à ce moment-là, il a simplement acquiescé et est retourné s'asseoir à côté de mon lit dans l'unité de soins intensifs. Mais dans les jours qui ont suivi, alors que je flottais entre conscience et sédation, mon grand-père passait des coups de fil. À des avocats spécialisés dans le droit de la famille. À des travailleurs sociaux. À des personnes qu'il connaissait au syndicat de l'usine et qui avaient vécu des situations similaires avec des petits-enfants placés dans des foyers négligents. Ce que Robert ignorait, c'est que Clarence avait méticuleusement documenté chaque incident de négligence des 2 dernières années. Les fois où j'arrivais à l'école avec des vêtements sales parce que la femme de ménage était absente et que Robert refusait de les laver. Les week-ends entiers que je passais seul parce qu'il partait en voyage d'affaires sans se soucier de trouver quelqu'un pour me surveiller. Les blessures mineures résultant de leçons de responsabilité antérieures qu'il ignorait tout simplement. Et maintenant, avec mon corps brisé dans un lit d'hôpital et Robert refusant d'autoriser un traitement pendant une urgence qui menaçait ma vie, Clarence avait enfin le cas définitif dont il avait besoin. La 3e nuit après l'accident, alors que j'étais encore inconscient et que Robert était à la maison en train de regarder Netflix, Clarence s'est penché sur mon lit et m'a murmuré « Ne t'inquiète pas, mon garçon. Tu n'auras plus jamais à porter ces poutres tout seul. » Il ne savait pas que je pouvais l'entendre. Je me suis réveillé le 5e jour après l'opération avec l'impression que mon corps avait été reconstruit avec des pièces métalliques froides. Chaque respiration était encore douloureuse, mais le tube respiratoire avait été retiré et je pouvais parler d'une voix rauque que je reconnaissais à peine comme la mienne. Clarence était assis sur la chaise à côté de mon lit,
lisant à voix basse un article de journal sur la pêche en été. Quand il a remarqué que mes yeux étaient ouverts et concentrés, il a lentement plié le journal et s'est penché vers moi. « Salut, champion », a-t-il dit, sa voix empreinte d'un soulagement si profond que je pouvais le ressentir physiquement. « Comment te sens-tu » Comme si un camion m'avait roulé dessus. Ai-je réussi à répondre en essayant de sourire. 2 fois. Clarence a ri, mais ses yeux sont restés sérieux. « Chris, nous devons parler de choses importantes. Tu te sens prêt ?» Au cours des minutes qui ont suivi, il m'a parlé des appels qu'il avait passés, des formulaires qu'il avait remplis et, surtout, de l'assistante sociale qui viendrait m'interviewer la semaine suivante. Pour la première fois depuis mon réveil, j'ai ressenti autre chose que de la douleur physique. J'ai ressenti de l'espoir. « Où est mon père ?» demandai-je, même si une partie de moi connaissait déjà la réponse. « Il est venu une fois », répondit Clarence avec précaution. « Le 2e jour. Il est resté 15 minutes, a dit qu'il était heureux que tu ailles mieux, puis il est parti pour une réunion importante à Buckhead. » Buckhead était le quartier financier d'Atlanta, où se trouvait le bureau de Robert. Bien sûr, même une visite à son fils à l'hôpital avait été insérée entre 2 rendez-vous professionnels. C'est à ce moment-là que l'infirmière Jennifer est entrée pour vérifier mes signes vitaux. Elle était devenue une alliée silencieuse de Clarence pendant ces quelques jours, et je pouvais voir dans ses yeux qu'elle comprenait parfaitement le genre de situation familiale à laquelle nous étions confrontés. « Chris, » dit-elle en réglant le moniteur, « une assistante sociale de l'État viendra vous parler demain. C'est la procédure habituelle dans des cas comme le vôtre. Je veux juste que vous sachiez que vous pouvez être tout à fait honnête avec elle, d'accord ?» J'ai acquiescé, mais à l'intérieur, un mélange de nervosité et de détermination grandissait. Pendant des années, j'avais minimisé la négligence de mon père, trouvé des excuses à son absence, me convainquant que son travail était vraiment trop important pour être interrompu par des choses comme des matchs de football ou des réunions scolaires. Mais allongé dans ce lit d'hôpital, sachant qu'il avait refusé d'autoriser une opération qui aurait pu me sauver la vie parce qu'il était occupé, quelque chose en moi s'est brisé et ne pouvait plus être réparé. L'après-midi suivant, Robert est finalement arrivé. Il est entré dans la chambre vêtu d'un costume gris coûteux qui coûtait probablement plus cher que les frais de scolarité de mon école privée, vérifiant constamment son téléphone comme s'il attendait un appel urgent. « Comment vas-tu, mon fils » m'a-t-il demandé, mais ses yeux n'ont pas croisé les miens. Au lieu de cela, il examinait les moniteurs et les équipements comme s'il évaluait un investissement. « Mieux », répondis-je simplement. « Très bien, très bien. » Il fit une pause, rangeant enfin son téléphone. « Écoute, Chris, ton grand-père a dit des bêtises à propos d'un changement de garde et tout ça. Je veux que tu saches que ce n'est qu'une réaction émotionnelle à l'accident. Quand tu sortiras de l'hôpital, nous reprendrons notre routine habituelle. » Notre routine habituelle. Les mots sortirent plus sèchement que je ne l'aurais voulu. « Tu veux dire la routine où tu me confies des tâches dangereuses à faire tout seul pendant que tu travailles ?» Le visage de Robert se durcit. « C'était un accident, Chris. Les accidents, ça arrive. Ça ne veut pas dire que tu peux dramatiser la situation et impliquer les services sociaux dans nos affaires familiales. » Dramatiser. J'ai senti ma voix monter d'un ton, ignorant la douleur que cela causait dans ma gorge. J'ai failli mourir, et tu leur as dit de me rappeler plus tard parce que tu étais occupé. Je concluais un contrat important qui va payer tes frais médicaux, a rétorqué Robert, sa voix prenant ce ton froid et contrôlé qu'il utilisait au tribunal. Quelqu'un doit travailler dans cette famille, Chris. Quelqu'un doit être responsable. C'est à ce moment-là que Clarence est apparu à la porte. Il avait dû entendre la dispute depuis le couloir, car son visage était tendu d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. « Robert, » dit-il calmement, « je pense que tu ferais mieux de sortir. C'est mon fils, papa. Légalement, pour l'instant. » Clarence entra complètement dans la pièce et même à 73 ans, il avait toujours la prestance imposante de quelqu'un qui avait commandé le respect des autres hommes pendant des décennies. Mais cela peut changer très rapidement. Robert regarda tour à tour Clarence et moi, et je pus voir le moment précis où il réalisa qu'il ne contrôlait plus la situation. Pendant des années, il avait agi en partant du principe que son argent et son statut d'avocat signifiaient que personne ne remettrait en question ses décisions parentales. Aujourd'hui, pour la première fois, quelqu'un remettait cela en question. « Vous ne pouvez pas faire ça », dit Robert, mais il y avait dans sa voix une note d'incertitude que je n'avais jamais entendue auparavant. « Je peux et je vais le faire », a répondu Clarence. « Tu as abandonné ce garçon alors qu'il avait le plus besoin de toi. Maintenant, tu vas en subir les conséquences. » Après le départ de Robert, furieux et marmonnant à propos de poursuites judiciaires et de manipulations émotionnelles, Clarence s'est rassis à côté de mon lit. « Tu es sûr de toi, Chris » m'a-t-il demandé gentiment. Une fois que cette procédure aura commencé,
il n'y aura plus de retour en arrière possible. Ton père ne nous pardonnera jamais. Je regardais l'homme qui avait passé 5 nuits à dormir sur une chaise inconfortable pour rester à mes côtés, qui avait autorisé mon opération sans hésiter, qui avait assisté à toutes les consultations médicales, alors que mon propre père était trop occupé pour se présenter. J'en suis sûr, grand-père, ai-je répondu. Il a eu 15 ans pour être mon père. C'est maintenant ton tour. Le lendemain, l'assistante sociale est arrivée. Patricia Williams était une femme noire d'une 50aine d'années, aux yeux doux mais perspicaces, et dotée d'une capacité impressionnante à poser des questions qui allaient droit au cœur des problèmes. Elle a discuté avec moi pendant près de 2 heures, me posant des questions sur ma vie à la maison, sur les projets de responsabilité de mon père, sur le nombre de fois où j'étais resté seul pendant ses voyages d'affaires, sur les repas que je préparais moi-même parce que la femme de ménage était absente et que Robert s'en moquait. Elle a ensuite discuté avec Clarence, Jennifer et le docteur Rodriguez, le chirurgien qui m'avait sauvé la vie. Elle a également parlé à monsieur Martinez, notre voisin, qui lui a raconté toutes les fois où il m'avait trouvé seul à la maison pendant des week-ends entiers. Ce que Patricia Williams a découvert au cours de ces entretiens, c'est un schéma clair de négligence parentale qui avait commencé subtilement après la mort de ma mère et s'était progressivement aggravé jusqu'à devenir dangereux. Robert avait délégué toute responsabilité parentale à des employés ou à des sous-traitants, traitant son fils comme un inconvénient à gérer efficacement plutôt que comme une personne à élever avec amour et attention. 3 jours après l'entretien, Patricia est revenue avec des documents officiels. L'État de Géorgie entamait une procédure de transfert de garde temporaire pour cause de négligence parentale et d'abandon pendant une urgence médicale. Ce n'est que le début, nous a-t-elle expliqué, à Clarence et moi. Votre père a droit à une audience, et il va probablement engager des avocats coûteux pour se défendre. Vous devez vous préparer à une bataille. Clarence acquiesça gravement. Nous sommes prêts. Mais ce qu'aucun de nous ne savait cet après-midi-là, c'est que Robert ait commencé seulement à montrer de quoi il était capable lorsqu'il se sentait menacé. Et ses prochaines actions prouveraient définitivement que perdre ma garde ne serait que le moindre de ses problèmes. Car lorsque vous jouez avec le feu pendant des années, toute la maison finit par brûler. La contre-attaque de Robert a commencé le lundi suivant. À 7 heures du matin, son cabinet d'avocats, Morrison et Associates, a déposé une requête d'urgence auprès de la Cour supérieure du comté de Fulton, alléguant que Clarence manipulait émotionnellement un mineur hospitalisé afin d'obtenir un avantage financier indu. Les documents, préparés par une équipe de 5 avocats spécialisés en droit de la famille, dépeignaient un scénario dans lequel mon grand-père était un opportuniste profitant de mon état de vulnérabilité post-traumatique pour accéder à l'héritage substantiel que je recevrais à l'âge de 18 ans, l'argent laissé par ma mère dans un fonds fiduciaire que Robert contrôlait jusqu'à ma majorité. Aliénation parentale induite par un traumatisme hospitalier, était-il écrit en gros caractères sur la première page de la contestation. Robert avait engagé 2 psychologues privés et un spécialiste du syndrome d'aliénation parentale pour témoigner que mon changement soudain de loyauté était le résultat d'une manipulation psychologique pendant un état mental compromis. Clarence a lu les documents dans la salle d'attente de l'hôpital, les lèvres pincées. Après 40 ans passés à travailler dans des usines syndiquées, il savait reconnaître les tactiques d'intimidation juridique des entreprises quand il les voyait. Ils essaient de nous faire peur, a-t-il murmuré en pliant soigneusement les papiers. Ils veulent que nous abandonnions avant d'aller au tribunal. Mais ce que Robert n'avait pas prévu dans sa stratégie de la terre brûlée, c'est que Clarence n'avait pas passé des décennies à traiter des conflits du travail complexes pour se laisser intimider par un jargon juridique sophistiqué. Il savait exactement quoi faire lorsque des avocats coûteux tentaient d'utiliser leurs ressources financières supérieures pour étouffer la vérité. Dans l'après-midi de ce même jour, Clarence passa un coup de fil à Tommy Rodriguez, un vieil ami du syndicat qui avait obtenu son diplôme de droit en suivant des cours du soir 20 ans plus tôt et s'était bâti une solide réputation en représentant des familles de travailleurs contre de puissantes entreprises. « Tommy », dit Clarence lorsqu'il répondit, « j'ai besoin de quelqu'un qui ne se laisse pas intimider par des costumes à $1000. » Tommy Rodriguez était tout ce que les avocats élégants de Robert n'étaient pas, né et élevé dans le sud d'Atlanta, fils d'immigrants mexicains, diplômé de l'Université d'État de Géorgie grâce à des prêts étudiants qu'il avait mis 15 ans à rembourser. Il conduisait une Honda Civic avec 300 000 km au compteur et travaillait dans un petit bureau partagé près de l'aéroport. Mais Tommy Rodriguez n'avait jamais perdu une affaire de négligence parentale. Notre première réunion a eu lieu dans la minuscule salle de conférence de l'hôpital, Tommy assis sur une chaise en plastique bon marché, examinant méticuleusement tous les documents que Clarence avait rassemblés au cours des 2 dernières années. Cette affaire, a déclaré Tommy après 2 heures d'analyse silencieuse, ne concerne ni l'argent ni des conflits familiaux complexes. Il s'agit d'un abandon documenté de la responsabilité parentale qui a abouti à une situation qui aurait pu entraîner la mort. Il a pointé du doigt la transcription de l'appel d'autorisation chirurgicale que Jennifer avait réussi à enregistrer.
C'est de l'or, Clarence. Un père qui refuse d'autoriser un traitement médical d'urgence parce qu'il était occupé par son travail, il n'y a aucun moyen de recontextualiser cela de manière favorable. Le plan de Tommy était d'une simplicité élégante. Ne pas contester le récit de Robert sur la manipulation et les ressources financières. Au lieu de cela, se concentrer exclusivement sur des faits objectifs et des preuves irréfutables de négligence progressive. Alors que Robert dépensait des dizaines de milliers de dollars pour engager des experts afin qu'ils émettent des hypothèses sur ma santé mentale, nous compilions des preuves matérielles. Des dossiers scolaires montrant l'absence de Robert à toutes les réunions de parents d'élèves au cours des 2 dernières années. Des rapports médicaux sur des blessures antérieures résultant des accidents de responsabilité qui n'avaient jamais été correctement suivis. Des déclarations de voisins sur les week-ends entiers que j'avais passés seul pendant que Robert était en déplacement. Monsieur Martinez nous a été particulièrement utile. Il avait photographié chaque fois qu'il avait trouvé notre maison vide pendant les voyages d'affaires de Robert, initialement par souci de sécurité, mais cela s'est avéré être une preuve cruciale d'abandon systématique. 15 week-ends au cours des 8 derniers mois, a déclaré Tommy en étalant les photos datées sur la table. Un mineur de moins de 15 ans laissé seul à plusieurs reprises, sans surveillance adulte, sans contrôle de son état de santé. Clarence avait également conservé quelque chose que personne d'autre ne savait. Des registres financiers détaillés de toutes les leçons de responsabilité de Robert. Chaque projet dangereux avait été sous-traité à des entrepreneurs indépendants payés sur le compte personnel de Robert, créant ainsi une trace écrite qui montrait une planification délibérée et non des décisions spontanées. Le travail de réorganisation du garage qui a conduit à mon accident? Robert avait payé un spécialiste en organisation industrielle 400 $ pour concevoir le système de rangement, puis m'avait forcé à le mettre en place seul, sans supervision ni formation à la sécurité. Il a littéralement engagé des professionnels pour planifier des travaux trop dangereux pour être effectués seuls par des adultes formés, a fait remarquer Tommy en étudiant les reçus. Il a ensuite délégué l'exécution à un enfant comme punition éducative. Mais tandis que nous construisions méthodiquement notre dossier, Robert intensifiait sa campagne d'intimidation. Il a commencé à se présenter quotidiennement à l'hôpital, toujours accompagné d'au moins un avocat, exigeant du temps privé avec mon fils pour réparer les dommages émotionnels causés par l'ingérence de tiers. Ces visites sont devenues des performances calculées pour le personnel médical. Il arrivait avec des fleurs coûteuses, des cadeaux élaborés et une performance digne d'un Oscar, jouant le rôle du père aimant et inquiet injustement séparé de son fils par des parents manipulateurs. « Chris », a-t-il dit lors d'une de ses visites, la voix chargée d'une tristesse artificielle tandis que 2 avocats observaient depuis le couloir, « Je sais que tu es confus après ce traumatisme. Mais tu dois comprendre que ton grand-père profite de ta vulnérabilité. Il veut contrôler ton fonds fiduciaire. » C'était une accusation particulièrement cruelle, car elle touchait à une réelle insécurité, la crainte que je sois effectivement un fardeau financier pour Clarence. Mais quand j'ai regardé mon grand-père, assis silencieusement dans le fauteuil usé qui était devenu son 2e foyer, je n'ai vu que l'expression d'un homme qui avait passé des semaines à dormir sur des meubles d'hôpital inconfortables parce qu'il avait choisi de rester. « Papa, dis-je calmement, où étais-tu quand j'ai dû subir une opération d'urgence ?» Robert hésita juste une seconde, mais cela suffit. « Je travaillais pour m'assurer que tu disposerais de ressources financières suffisantes pour ton avenir. » Quel avenir? Les mots sortirent plus durs que je ne le voulais. Tu as dit de les appeler plus tard si je ne survivais pas. La gêne sur le visage de Robert était sincère, mais elle fut rapidement remplacée par une colère froide. Tu es manipulé pour te souvenir des événements de manière déformée à cause du traumatisme. Les experts l'expliqueront au juge. Après son départ, Tommy se pencha en avant sur la chaise visiteur qui était devenue son quartier général. « Chris, je veux que tu comprennes quelque chose d'important à propos de ce qui se passe ici. Ton père ne se bat pas pour toi. Il se bat contre la possibilité de perdre le contrôle de ses ressources financières et son image publique de père responsable. » Au cours des jours suivants, les tactiques de Robert sont devenues encore plus agressives. Il a commencé par appeler d'anciens collègues de Clarence, suggérant que mon grand-père devenait sénile et prenait des décisions irrationnelles basées sur la paranoïa liée à l'âge. Il a contacté les administrateurs de l'usine où Clarence avait travaillé, laissant entendre qu'il y avait des problèmes de santé mentale non diagnostiqués. Plus troublant encore, Robert a commencé à enquêter sur les finances de Clarence, engageant des détectives privés pour rechercher toute preuve de motifs financiers cachés. Ils ont fouillé les relevés bancaires, les antécédents de crédit, voire les registres fiscaux, à la recherche de quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait suggérer que Clarence cherchait à obtenir la garde pour des raisons financières. L'ironie, c'est que l'enquête n'a fait que confirmer ce que nous savions déjà. Clarence vivait modestement de sa pension d'usine et de ses modestes économies, sans dettes importantes ni pression financière qui justifierait son intérêt pour mon fonds fiduciaire.
Si vous suivez cette lutte épique entre un grand-père dévoué et un père négligent, abonnez-vous à la chaîne pour voir comment David peut vraiment vaincre Goliath lorsqu'il se bat pour la bonne cause. Pendant ce temps, Tommy préparait notre défense avec la patience de celui qui sait que les affaires comme celle-ci se gagnent dans les détails, et non dans les discours dramatiques. Chaque élément de preuve a été photographié, catalogué et vérifié de manière indépendante. Chaque témoin a été interrogé à plusieurs reprises pour garantir la cohérence. Chaque document a été authentifié par des sources originales. Mais l'élément le plus puissant de notre dossier était encore en cours de préparation. Et Robert Ray, avec toute son arrogance et ses ressources financières supérieures, n'avait aucune idée de ce qu'il attendait. Car dans une guerre juridique, comme dans tout autre conflit, connaître son adversaire ne représente que la moitié de la bataille. L'autre moitié consiste à s'assurer que votre adversaire ne vous connaît pas. L'audience pour la garde temporaire était prévue un mardi pluvieux de novembre. Je suis arrivé au tribunal supérieur du comté de Fulton dans un fauteuil roulant que Tommy avait insisté pour que j'utilise, non pas parce que j'en avais encore besoin, mais parce qu'il voulait que le juge voie physiquement le résultat de la « leçon de responsabilité » de Robert. Clarence poussait mon fauteuil, vêtu de son unique costume, le même que celui qu'il avait porté aux funérailles de ma mère, avec une cravate bleu marine que je n'avais jamais vue auparavant. Tommy marchait à nos côtés, portant 2 dossiers épais et affichant une expression de confiance calme qui contrastait fortement avec l'effervescence de l'autre côté du couloir. Robert était arrivé avec une suite qui semblait tout droit sortie d'un film sur le pouvoir des entreprises. 5 avocats en costumes identiques à $1000, 2 détectives privés et 3 d'experts, prêts à témoigner de ma prétendue manipulation émotionnelle et de la sénilité de Clarence. Le contraste était délibérément dramatique, une famille modeste et travailleuse contre une machine juridique corporative. Tommy avait tout planifié. « Souviens-toi » murmura-t-il alors que nous nous approchions de la table du plaignant, « aujourd'hui, ils vont découvrir que David peut vraiment vaincre Goliath lorsqu'il se bat pour la vérité. » La juge Margaret Chen entra dans la salle à 9h pile, sa présence imposant un silence instantané. Elle avait la réputation d'être impartiale mais sévère, en particulier dans les affaires concernant le bien-être des mineurs. Son regard balaya les 2 tables avant de se poser sur les documents devant elle. « La cour est ouverte », annonça-t-elle. « Nous sommes ici pour déterminer la garde temporaire de Christopher Ray, âgé de moins de 15 ans. Monsieur Rodriguez, en tant que représentant du demandeur, vous pouvez commencer. » Tommy se leva et, au lieu de se lancer directement dans des arguments juridiques complexes, il fit quelque chose d'inattendu. Il prit son téléphone et dit « Votre honneur, j'aimerais diffuser un enregistrement réalisé le 15 octobre à l'hôpital Grady Memorial. » L'avocat principal de Robert, James Morrison III, se leva immédiatement. « Je proteste, votre honneur. Nous n'avons pas été informés de l'existence d'une preuve audio. L'enregistrement a été réalisé par le personnel hospitalier conformément au protocole standard en cas d'urgence médicale, » répondit calmement Tommy. « Il a été remis il y a 2 semaines dans le cadre des preuves médicales. » La juge Chen acquiesça. « Continuez, monsieur Rodriguez. » Le son qui emplit la salle d'audience était dévastateur. Ma voix, faible et douloureuse, essayant de parler aux ambulanciers. Le bruit des machines médicales. Et puis, clair comme du cristal, la voix de Robert dans le haut-parleur du téléphone. « S'il ne survit pas, appelez-moi plus tard. Je suis en pleine réunion importante et je ne signerai rien maintenant. » Le silence qui suivit fut absolu. 2 jurés du jury civil qui observaient le procès avaient les larmes aux yeux. Robert était visiblement pâle. Mais Tommy n'avait pas fini. « Votre honneur, a-t-il poursuivi, cet enregistrement n'est que la dernière preuve d'un comportement systématique de négligence parentale que nous avons documenté au cours des 24 derniers mois. » Il a commencé à présenter preuve après preuve avec la précision d'un chirurgien. Des photos datées de notre maison vide pendant des week-ends entiers. Des reçus montrant que Robert avait engagé des spécialistes pour planifier des travaux dangereux qu'il me forçait ensuite à effectuer seul. Des dossiers scolaires documentant son absence à toutes les réunions de parents depuis la mort de ma mère. Mais le coup de grâce est venu lorsque Tommy a fait témoigner M. Martinez. Notre voisin, un Mexicain de 60 ans aux mains calleuses et à l'anglais soigné, a raconté toutes les fois où il m'avait trouvé seul, y compris une occasion particulière où il m'avait trouvé dans le jardin à 2h du matin, essayant de réparer une fuite dans le toit de la maison pendant une tempête parce que Robert était en voyage d'affaires urgent et que j'avais peur que le toit s'effondre. Le garçon était trempé jusqu'aux os, a témoigné M. Martinez, la voix légèrement brisée. Perché sur une échelle en bois pourri, au milieu d'un orage électrique, essayant de réparer des tuiles lâches de ses propres mains parce qu'elle ne voulait pas déranger son père. Je l'ai sorti de là, je l'ai emmené chez moi et j'ai appelé M. Robert 7 fois avant qu'il ne réponde. Et quelle a été la réponse de monsieur et lorsque vous lui avez expliqué la situation? A demandé Tommy.
Il a dit qu'il était occupé avec un client important et que je devrais apprendre au garçon à être plus indépendant au lieu de le dorloter. Morrison III a tenté de discréditer M. Martinez, suggérant qu'il ne comprenait pas complètement la dynamique familiale américaine en raison des différences culturelles. Ce fut une erreur stratégique dévastatrice qui n'a fait que renforcer le contraste entre un voisin immigrant qui se souciait de mon bien-être et un père américain privilégié qui s'en moquait. Après 2 heures de témoignages qui ont dépeint Robert comme systématiquement négligent et émotionnellement absent, Morrison III a finalement eu l'occasion de présenter sa défense. Sa stratégie consistait à attaquer Clarence en le présentant comme motivé par l'argent et moi comme émotionnellement compromis en raison du traumatisme. Il a fait appel à un premier expert, un psychologue privé qui ne m'avait jamais rencontré personnellement, mais qui était prêt à témoigner que mon rejet soudain de mon père était un cas d'école de syndrome d'aliénation parentale induit par un traumatisme hospitalier. Tommy a démoli cette théorie en 15 minutes. Dr Peterson, a-t-il demandé lors du contre-interrogatoire, combien de fois avez-vous interrogé Christopher et en personne? Eh bien, étant donné l'état émotionnel compromis du mineur. La question est simple, docteur. Combien de fois? Aucune. Et combien de séances de thérapie avez-vous menées avec lui? Aucune. Alors, sur quoi repose exactement votre opinion professionnelle sur l'état mental de Christopher? Sur les rapports fournis par l'équipe juridique de M. Robert Ray. Des rapports rédigés par des avocats et non par des professionnels de la santé. Exactement. Merci, docteur. Je n'ai plus de questions. Morrison III a tenté de regagner du terrain avec son deuxième expert, un enquêteur privé qui avait rédigé un rapport sur les motivations financières suspectes de Clarence. Mais lorsque Tommy a demandé des détails précis sur les avantages financiers que Clarence tirerait exactement en obtenant la garde d'un adolescent traumatisé, l'enquêteur n'a pas pu en citer aucun. En fait, a poursuivi Tommy, assumer la garde de Christopher représenterait une dépense financière importante pour monsieur et senior, n'est-ce pas? Des frais médicaux continus, une thérapie, une éducation, les besoins fondamentaux d'un adolescent? L'enquêteur a dû admettre que oui. C'est alors que Tommy a fait son coup de maître. Il a appelé le docteur Sarah Williams, la psychologue qui m'avait suivi pendant ma convalescence, pour témoigner de ma stabilité émotionnelle et de ma capacité à prendre des décisions rationnelles concernant mon propre bien-être. Selon votre avis professionnel, demanda Tommy, Christopher montre-t-il des signes de manipulation émotionnelle ou d'aliénation parentale induite? Absolument pas, répondit fermement le docteur Williams. Christopher montre les signes classiques d'un traumatisme lié à l'abandon parental, ce qui est fondamentalement différent de l'aliénation induite. Ses sentiments envers son père sont basés sur des expériences réelles et documentées de négligence, et non sur une influence extérieure. Et quelle est votre évaluation de sa relation avec son grand-père? La relation présente tous les signes d'un attachement tardif sain. Christopher a trouvé chez Clarence et la stabilité émotionnelle et physique qui lui manquait. Il n'y a aucune preuve de manipulation, seulement une attention sincère et réactive. Lorsque Morrison III a tenté de contre-interroger le docteur Williams, elle est restée imperturbable. Elle m'avait soigné pendant des mois, connaissait mon histoire et ne pouvait être discréditée par des avocats qui n'avaient jamais passé 5 minutes à évaluer mon bien-être réel. Mais le moment décisif est venu lorsque la juge Chen lui a demandé si elle souhaitait entendre mon témoignage personnel. Tommy m'avait préparé à ce moment depuis des semaines. Il n'y avait pas de script, juste une honnêteté directe sur mon expérience de vie ces dernières années. Votre honneur, ai-je commencé, d'une voix plus ferme que prévu, je ne suis pas ici parce que je déteste mon père ou parce que quelqu'un m'a convaincu de quelque chose. Je suis ici parce que j'ai failli mourir, et que la personne qui aurait dû se précipiter pour me sauver a décidé qu'une réunion de travail était plus importante que ma vie. J'ai décrit en détail les 2 dernières années. Les week-ends seuls, les leçons de responsabilité dangereuses, le sentiment constant que j'étais un inconvénient dans la vie de Robert plutôt que son fils. Mais le pire n'a pas été de frôler la mort dans le garage, ai-je poursuivi, en regardant Robert droit dans les yeux pour la première fois depuis des semaines. Le pire, c'était de me réveiller à l'hôpital et de réaliser que la seule personne qui avait perdu le sommeil en s'inquiétant pour moi n'était pas mon père, mais mon grand-père. La personne qui avait signé les papiers pour me sauver, qui avait dormi sur une chaise d'hôpital pendant des semaines, qui ne m'avait jamais fait sentir comme un fardeau. Cette personne n'était pas mon père biologique. Je me suis arrêté et j'ai pris une profonde inspiration. Je ne veux pas l'argent de mon père. Je ne veux pas sa maison, ses voitures ou quoi que ce soit de matériel. Je veux juste vivre avec quelqu'un qui se soucie vraiment de savoir si je me réveille le matin. Le silence dans la pièce était assourdissant. Robert a finalement eu l'occasion de témoigner, et ce fut un désastre total. Sous pression, il a admis qu'il ne connaissait pas le nom de mon école actuelle, ni mes professeurs,
ni la date de ma dernière consultation médicale avant l'accident. Il n'a pas pu citer le nom d'un seul de mes amis, ni expliquer comment je passais mon temps libre. Lorsque Tommy lui a demandé pourquoi il pensait d'être qualifié pour obtenir la garde, Robert a répondu « Je suis son père biologique et son soutien financier. Cela devrait suffire. » Être père, c'est seulement une question de biologie et d'argent, a demandé Tommy. C'est une question de responsabilité et de discipline, a répondu Robert. Préparer un enfant au monde réel par un travail acharné et des attentes élevées. Des attentes telles que demander à un adolescent de 60 kg de réorganiser seul des équipements industriels sans formation en matière de sécurité. Robert a hésité. Les accidents arrivent. Cela ne signifie pas. Monsieur est, interrompit la juge Chen, votre fils a failli mourir en accomplissant une tâche que vous lui aviez assignée comme punition. Lorsque l'hôpital a appelé pour demander l'autorisation d'effectuer une opération d'urgence qui lui sauverait la vie, vous avez répondu que vous étiez occupé et qu'il rappellerait s'il ne survivait pas. Comment justifiez-vous cela en tant que père responsable? Robert a tenté d'expliquer l'importance du travail, la nécessité de me préparer à assumer des responsabilités, la façon dont Clarence me ramollissait. Chaque mot qui sortait de sa bouche le rendait plus froid et déconnecté de la réalité de l'éducation d'un enfant. Tommy n'a pas eu besoin d'arguments conclusifs élaborés. Il s'est simplement levé et a déclaré « Votre honneur, les preuves parlent d'elles-mêmes. » Un homme a quitté son travail, s'est précipité à l'hôpital et a sauvé la vie de Christopher Ray. Un autre homme a décidé que son travail était plus important que la vie de Christopher Ray. La différence ne pourrait être plus claire. La juge Chen n'a pas eu besoin de délibérer longtemps. Quand elle est revenue 20 minutes plus tard, son expression était solennelle mais déterminée. Sur la base des preuves présentées, a-t-elle annoncé, il est clair que le mineur Christopher a subi une négligence systématique et un abandon émotionnel qui ont abouti à une situation qui a mis sa vie en danger. Le refus du père biologique d'autoriser un traitement médical d'urgence démontre un manquement fondamental à la priorité accordée au bien-être de l'enfant. Elle fit une pause, regardant Robert droit dans les yeux. La garde temporaire est accordée à monsieur Clarence Ray, avec recommandation d'entamer immédiatement une procédure de garde permanente. Robert se leva comme s'il avait été électrocuté. C'est absurde. C'est mon fils. Monsieur est, répondit froidement la juge Chen, la parentalité ne se limite pas à la biologie. C'est une présence, une protection et une priorité constante accordée au bien-être de l'enfant. Vous avez échoué sur tous ces points. Alors que nous quittions le tribunal, je vis Robert discuter furieusement avec Morrison III dans le couloir. Ces paroles nous parvinrent, peu importe ce que cela coûtera. Je veux faire appel. Je veux une enquête approfondie. Je veux. Clarence posa sa main sur mon épaule. Tu as entendu ça, Chris? Quoi? Silence, dit-il en souriant. Pour la première fois depuis des années, tu n'as pas à entendre quelqu'un crier ou proférer des menaces. C'est ça, le bruit de la paix. Mais alors que nous célébrions notre victoire juridique, aucun d'entre nous ne savait que Robert était sur le point de commettre un acte désespéré et autodestructeur qui allait changer le cours de cette histoire d'une manière que ni Tommy ni Clarence n'auraient pu prévoir. Car lorsque des hommes puissants perdent publiquement le contrôle, ils font parfois des choix qui détruisent non seulement leurs adversaires, mais aussi eux-mêmes. L'appel de Robert a duré 8 mois et a coûté 300 000 $ en frais d'avocat. Chaque audience aboutissait à la même conclusion. La négligence parentale avérée et l'abandon pendant une urgence médicale sont irréfutables. Pendant cette période, j'ai vécu avec Clarence dans une maison simple mais accueillante à Marietta, à 40 minutes d'Atlanta. Il a transformé son bureau en chambre, peint les murs en bleu clair et installé un bureau où je faisais mes devoirs tous les soirs pendant qu'il préparait le dîner. Physiothérapie 3 fois par semaine. Thérapie émotionnelle le jeudi. Les vendredis soirs, nous regardions de vieux films sur son canapé usé. Les samedis, pêche au lac, où j'ai appris que le silence partagé peut être plus réconfortant que n'importe quelle conversation. Robert a perdu plus que ma garde. Son cabinet d'avocat a commencé à perdre des clients lorsque l'histoire a été divulguée dans les journaux locaux. Un avocat refuse d'autoriser une opération chirurgicale d'urgence pour son propre fils, n'est pas un titre qui inspire confiance aux nouveaux clients. Morrison III a quitté la société 6 mois plus tard. Les autres associés ont voté la dissolution de Hay, Morrison et Associates à la fin de l'année. Robert a ouvert son propre cabinet dans un bureau partagé à Decatur, traitant des affaires de circulation et de délits mineurs. Le changement le plus profond s'est produit en moi. À 17 ans, j'ai obtenu mon diplôme avec mention à l'école publique de Marietta. Clarence a assisté à la remise des diplômes vêtus du même costume que lors de l'audience, applaudissant plus fort que n'importe quel père fier lorsque mon nom a été appelé. J'ai reçu une bourse complète pour étudier la psychologie à l'Université de Géorgie.
Ma thèse de fin d'études portait sur les traumatismes familiaux et la résilience chez les adolescents. Aujourd'hui, je travaille comme thérapeute spécialisé dans les enfants victimes de négligence parentale. Robert a essayé de me contacter une fois, le jour de mes 18 ans. Il m'a laissé un message vocal disant qu'il était prêt à reconstruire notre relation, maintenant que j'étais légalement adulte. Je l'ai effacé sans l'écouter jusqu'à la fin. Clarence est mort paisiblement à l'âge de 81 ans, alors que j'étais en 2e année de master. Il m'a laissé la maison et ses économies, ainsi qu'une lettre disant que le fait de m'avoir sauvé la vie avait donné un sens à ces dernières années. À l'enterrement, Robert est arrivé vêtu d'un costume froissé et de chaussures usées. Il est resté à l'écart pendant la cérémonie et ne s'est pas approché après. C'était un étranger rendant hommage à un homme qu'il n'avait jamais vraiment connu. Aujourd'hui, j'ai 25 ans, j'ai mon propre cabinet et j'aide quotidiennement des familles à traverser des crises similaires à la nôtre. Chaque enfant qui trouve la sécurité après avoir été abandonné est un rappel vivant que les choix ont des conséquences, mais aussi que l'amour sincère peut guérir toutes les blessures. La leçon que je tire de cette expérience est simple. La famille n'est pas définie par la biologie, mais par la présence. Par ceux qui sont là quand vous en avez le plus besoin. Par ceux qui dorment dans des fauteuils d'hôpital inconfortables parce qu'ils ont choisi de rester. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits sur la façon dont la force intérieure peut surmonter n'importe quelle adversité. Certaines personnes naissent dans une famille. D'autres construisent une famille. Et parfois, la famille que nous construisons vaut infiniment plus que celle que nous avons perdue.